On débute cet épisode avec un mot de notre sponsor. Linkaway.co, c'est un SaaS pour les publishers par un publisher. Michael Marek est le fondateur du groupe Grenadia qui utilise massivement l'affiliation pour la monétisation de ses médias. En se développant, il s'est rendu compte que beaucoup de e-commerçants ne sont pas prêts, n'ont pas le temps ou tout simplement n'ont pas le budget ou encore les connaissances techniques pour lancer un programme d'affiliation. Il a donc créé en interne un outil qui permet de créer des campagnes au CPC très simplement et très rapidement pour travailler avec tous les types d'annonceurs. Pour les médias, c'est l'occasion de développer une nouvelle source de revenus. Et pour les annonceurs, ça permet d'obtenir du trafic ultra qualifié au CPC. Aujourd'hui, cet outil est disponible pour tous les éditeurs, c'est linkaway.co. Et en tant que sponsor de Mediamoula, Michael offre 1 heure de consulting Content Commerce pour chaque demande de démo de son outil. Des médias prestigieux comme Topito, Le Point, Very Good Lord ou encore Le Démotivateur utilisent déjà Linkaway pour monétiser leurs audiences. Direction linkaway.co, linkaway.co, pour en savoir plus et remplir le formulaire. Vous pouvez d'ailleurs retrouver ma discussion avec Michael Marek dans l'épisode numéro 7 du podcast. Et maintenant, l'épisode du jour. Aujourd'hui sur Mediamoula, le podcast qui explore le futur des médias sous l'angle de la monétisation et de la croissance, nous allons parler du format publicitaire conversationnel et de son impact sur l'optimisation des performances à la fois côté annonceur et côté publisher. J'ai le plaisir de recevoir Medina Amouche et Romain Cauchois de Biop. Bonjour à vous deux. Bonjour Romain. Comment Salut Roland. allez-vous? Comment vous allez? Très bien, merci. Et toi? Super. Merci beaucoup de participer à ce podcast. Avant de démarrer, la question, qui êtes-vous? Que faites-vous? Medina, si tu souhaites Alors, je commencer. commence. Je travaille chez Biop depuis quelques années déjà. J'ai intégré Biop courant 2019 en tant que senior sales manager. C'était les débuts de la commercialisation de l'offre. Et puis, j'ai évolué depuis en tant que directrice commerciale. Dès que j'ai découvert le produit, ça a été un vrai coup de cœur pour moi. Biop, pour moi, c'est vraiment le meilleur des deux mondes. C'est créer une expérience publicitaire unique, créative et ultra personnalisée, et ce, en seulement quelques minutes. Très bien, merci. Romain? Yes, moi aussi je suis chez Biop depuis longtemps. Donc, j'ai rejoint l'aventure en 2017, à ses débuts. Ma mission, ça a été longtemps de construire le réseau publisher et aussi les produits autour de ces formats conversationnels qu'on va évoquer aujourd'hui. Ensuite, j'ai eu plusieurs missions, notamment l'international et l'ouverture des US. Et aujourd'hui, c'est encore un petit peu changé avec la merge avec Collective Audience. On en parlera juste après. Donc, je prends le rôle de direction sur ce sujet sur la France et les développements européens à venir. Et me concernant, moi, je suis un bébé de la tech. J'ai fait que ça depuis 2013 avec Biad, eBuzzing, puis Tids. J'ai eu une expérience entrepreneuriale avant de rejoindre les équipes Biop. Super. Alors Biop, maintenant que vous vous êtes présenté, que fait Biop? Le qui, le quoi, le comment, le pourquoi? Je vous Ouais, laisse... on fait plein de choses. Nous, comme tu le sais, on a deux business models, un qui est côté publisher, que je représente aujourd'hui, et un côté annonceur, agence qui est représenté par Medina, et qui le présentera ensuite. Mais le quoi, la genèse, c'est d'abord un engagement, nous, qui est centré à la fois sur le média et sur l'utilisateur. Tu le sais, les lecteurs aujourd'hui sont ultra exigeants, ils souhaitent être écoutés, engagés. Et donc le pilier de notre technologie, ce sont les formats conversationnels. On est tous des anciens de la tech chez Biop et on s'est dit comment est-ce qu'on peut aller plus loin que les formats statiques avec des messages unilatéraux. Même la vidéo, tu peux finalement pas faire grand-chose à part être passif devant. Et on s'est dit aussi qu'il fallait aller plus loin que ces messages publicitaires qui peuvent être intrusifs. Et c'est pour ça que nous, on se concentre sur la partie conversationnelle, interaction, engagement. Finalement, on va gérer la voix retour. Donc, l'internaute peut interagir avec le contenu, qu'il soit créé par un annonceur ou par une marque. On peut même lui laisser la parole. Il peut converser avec la marque pour créer une expérience autour de ces formats conversationnels. On souhaite mettre finalement les créateurs de contenu en avant, encore une fois, que ce soit une marque, un journaliste, un commercial ou quelqu'un d'équipe marketing, finalement quelqu'un qui a la possibilité de créer du contenu. Et en créant ces expériences plus ludiques, immersives et personnalisées, on va gérer des moments qui renforcent la connexion entre l'internaute et le contenu.
On le verra, mais on a des KPI qui sont à la hausse. Grâce à ces formats aussi, on peut aller chercher d'autres typologies de KPI, typiquement le temps passé. On parlera aussi de data, parce que quand tu interagis avec du contenu, quand tu privatises l'attention d'un internaute, bah derrière, c'est un petit peu plus facile d'aller chercher de l'information, que ce soit de la zéro ou de la first party. Notre volonté, et c'est le cas aujourd'hui, c'est de transformer l'open web, d'aller un peu plus loin que ce qui est fait aujourd'hui, tu l'auras compris, et de se positionner en challenger versus les wall gardens. Très bien. Donc vous faites beaucoup de choses. Tu as également évoqué Collective Audience. Est-ce que tu veux en dire deux mots dès maintenant pour Oui, je expliquer à peux. l'audience quelle est la relation entre Biop et Collective Audience? Alors, on est fiancés, mariés. On l'a pas encore officialisé, mais vous allez entendre parler de nous très rapidement. On hésite encore entre le faire avant la fin d'année et début janvier. C'est une merge. C'est un mariage qui se passe pour l'instant très bien, qui semble être idéal. Collective Audience, boîte cotée américaine qui n'avait pas de bureau en Europe et qui est complètement tombée amoureuse de notre technologie. Nous, on était à un point de notre développement où on avait besoin de soutenir notre développement à l'international. On a une position plutôt ancrée en France. On commence à avoir des touchpoints en Europe. On avait une petite activité aux US, mais on avait besoin de d'être entraîné par une grosse Mhm. structure. Et bah, l'idée, c'est que la technologie soit scalée par Collective Audience sur le continent américain et que nous, on continue d'avoir le lead en Europe, sachant que ça va pas devenir une techno américaine, mais une techno franco-américaine, avec l'équipe technique qui reste basée à Montpellier, en France. Donc, petit cocorico quand même. On aura notre mot à dire sur les développements et la direction que va prendre la boîte. Mhm. Juste avant d'enregistrer le podcast, d'ailleurs, tu disais que il y avait des pôles sur la tech dans le monde, les États-Unis, Israël et la France, avec l'Espagne Ah, qui commence à se démarquer un peu. Je trouve ça super intéressant de savoir qu'en France, on est très bon sur la tech. Tu peux tu peux l'expliquer rapidement, oui, carrément. cette Après, vision? déjà, il y a quelques belles locomotives en France sur la tech, hein. Je peux citer Criteo, je peux citer Tid, tu peux citer Augury qui nous font du bien et qui ont une forte présence aux US et qui sont à l'écoute. Et moi, je m'en suis rendu compte quand on a ouvert le bureau aux US en 2020, c'est que les États-Unis ont vraiment l'oreille attentive sur le marché français, c'est notre capacité d'innovation. Sur le côté business, c'est un peu différent. Ils ont tendance à nous expliquer comment on peut le faire plutôt que l'inverse. Mais oui, ils ont l'oreille attentive. Tu reparles des US et d'Israël carrément. Bon, les US, on va pas raconter, la taille du marché est immense. Ils ont inventé la publicité, donc ils sont à fond sur ce sujet. Et effectivement, je me suis rendu compte que les ponts entre Tel Aviv, Jérusalem et New York sont évidents. Les Israéliens sont super forts sur ces sujets. Ils ont aussi des super locomotives. Et d'ailleurs, quand tu vois le ranking des 20 plus grosses tech, bah, tu as les US, tu as Israël et tu as un peu de Français derrière. Tu as l'Espagne et le sud de l'Europe qui poussent super fort. Les UK, hein, ça c'est mon avis, mais je trouve qu'ils sont plutôt forts pour faire des copycats que sur l'innovation. Après eux, c'est évidemment, ils sont bien placés entre les US Mhm. et l'Europe. Mais ouais, ouais, les Français ont l'oreille attentive, on est très bien accueillis aux US et nous, on est super contents du choix qui a été fait de se marier avec Collective Audience qui vont nous aider à scaler ce qu'on a toujours rêvé de faire Mhm. quand on a lancé Très bien, Biop. super. Au niveau de vos solutions, donc Romain, toi, tu t'occupes de la supply. Medina de la demande. Est-ce que Medina, tu peux nous rappeler un peu les solutions que vous avez au niveau de la demande? Donc la demande, tu peux l'expliquer également pour notre Bien audience. sûr. C'est un terme que peut-être ils ne comprennent pas ou ils ne connaissent pas. Alors, la demand, ça correspond en fait à la publicité qu'on va pouvoir adresser aux internautes. Et donc, nos principaux interlocuteurs, nous, ce sont les agences et les annonceurs, donc les marques. Notre volonté sur notre pôle, c'est de maximiser les ventes et de faire découvrir notre produit. Aujourd'hui, chez Biop, on propose plusieurs solutions. Elles s'imbriquent parfaitement les unes aux autres et elles peuvent être utilisées de façon indépendante ou combinées selon les besoins des annonceurs, agences. Elles se distinguent principalement par leur création graphique, le wording et le positionnement stratégique qu'on va avoir sur les pages médias avec lesquelles on va travailler et aussi les KPI spécifiques qui vont les accompagner. La première solution qu'on va proposer, c'est une solution assez tradie dans le milieu des ad tech. C'est la solution trafic. Elle repose sur des formats plutôt courts qui vont mettre en avant des produits avec des call to action.
plutôt bien visibles, qui vont permettre vraiment de capter rapidement l'attention et de générer du clic. Ces formats-là, on va les positionner plutôt au cœur des articles sur lesquels on va travailler. Ensuite, on va avoir une seconde solution qui est aussi assez connue, mais qu'on a remis un petit peu à notre sauce, qui est la vidéo. Ici, on va reprendre un format vidéo classique, mais avec une touche interactive. En fait, on va avoir des questions qui vont être intégrées pour éviter un visionnage passif et engager l'internaute. La vidéo, elle est placée en cœur d'article également pour maximiser la complétion, parce que bien évidemment, c'est un KPI qui est très attendu par les marques. Et petit spoiler, on va avoir une nouvelle feature qui arrive bientôt, et celle-ci, elle va proposer ce même format vidéo, mais en in-stream. Donc pour la première fois, on va être VAS compliant. On pourra détailler un petit peu toute cette partie technique après. Et enfin, notre dernière solution, c'est celle qui correspond plus à notre ADN. C'est celle qu'on va plutôt appeler engagement. C'est un format assez long qui va intégrer du storytelling, des arbres décisionnels ou des questionnaires. L'objectif ici, c'est de créer une véritable connexion entre la marque et l'internaute pour qu'ils deviennent acteurs de l'échange, qu'on évite aussi cette marque crie, parle et s'exprime au nom du consommateur. Et on va placer ce format plutôt en fin d'article, à un moment où l'internaute il est plus concentré, plus disponible. Et comme on a une technologie qui est sémantique, on se dit que si une personne elle a lu un article jusqu'au bout sur un sujet qui est connexe au format qu'on va lui amorcer, on aura un engagement qui sera supplémentaire. Très bien. Je vais, Et je peux peut-être directement embrayer sur les problèmes qu'on va aider à résoudre oui, justement. ouais, volontiers, volontiers. Le premier, ça va être vraiment de présenter des nouveaux concepts et des technologies. Mhm. Nous, on aime bien accompagner des marques qui vont avoir une volonté de pousser un produit que les autres ne connaissent pas et sur lequel on va avoir ou des idées reçues ou une incompréhension totale. Je vais donner un exemple. Par exemple, on a accompagné une marque qui faisait du café sans capsule, donc pour des machines Nespresso. Juste poser cette image-là ou avoir une vidéo qui montre juste comment ça fonctionne, ça aurait peut-être pas été aussi percutant que comment on a pu le faire avec eux, à savoir expliquer exactement comment le déchet est minimisé ou encore comment ça va directement fonctionner dans la machine. Très bien. On va avoir aussi le même un peu cas d'école avec les couches lavables où Mhm. on va un peu travailler les idées reçues de bah, on va devoir tout laver dans les couches, etc. Bah non, là on va vraiment expliquer que il n'y a pas besoin de laver toute la couche à chaque fois, mais que finalement ce petit geste a un vrai véritable impact positif pour l'environnement et que en fait en allant travailler les idées reçues, on peut peut-être changer les comportements des internautes. On D'accord. va aussi pouvoir s'intéresser à des nouvelles technos comme le téléphone pliable, où on va rassurer l'internaute autour du fait que ben, le téléphone ne va pas se casser, ou encore quand on accompagne une banque sur une carte biométrique pour expliquer vraiment les différences entre une carte biométrique et une carte sans contact. Donc aujourd'hui, les annonceurs qui vous contactent ou les agences, elles ont vraiment ce besoin de nouveaux formats, d'après ce que je comprends, de formats un peu innovants qui permettent d'aller plus loin pour passer un message publicitaire qui peut-être est mal perçu avec des publicités plus classiques et plus limitées. Oui, tout à fait. Je pense que on a une capacité d'exécution qui leur permet de venir nous voir rapidement pour les accompagner sur ces enjeux-là. Avec des budgets moindres que ce qu'on pourrait aller faire avec une agence créa ou vraiment faire une évangélisation importante. On va poser simplement des questions, récupérer des insights et on va pouvoir aussi adapter ça avec des réponses sur mesure pour chaque utilisateur. Quand on va accompagner un annonceur sur de l'électrique, ce qu'on lui propose, c'est de lui dire dès le début, bon ben viens, on pose la question aux internautes, quel est leur frein, pour qu'ensuite en seconde question, on soit capable d'aller axer les questions suivantes autour du frein que va avoir l'utilisateur. Parce que forcément, on n'est tous pas encore passés à l'électrique, mais on a tous nos freins qui sont propres à chacun par rapport à sa géolocalisation ou par rapport à ses usages. Et nos formats sont vraiment hyper intéressants là-dessus. Tout comme ils peuvent aussi nous demander de les accompagner sur de la sensibilisation ou de la démystification des idées reçues. Avec le gouvernement, on les accompagne bien là-dessus sur ben, les dangers de l'alcool. Plutôt qu'aller mettre un spot qui va être très répressif ou moralisateur,
aller poser des questions autour de ce que la personne pense et puis lui dire, bon, ben, tu sais, en fait, c'était une mauvaise réponse parce que X% ne correspond pas à ce que tu devrais faire. Et quand on fait ça sur de la santé, ça fonctionne extrêmement bien et on va s'en rendre compte quand je te présenterai les résultats après autour de la mémorisation et de l'impact qu'on peut avoir sur l'internaute. Super. Au côté, du côté de la supply, donc à ton tour Romain, Oui, quels sont, toi, tu peux nous dire peut-être un peu plus, nous donner un peu plus de détails pardon, sur votre techno. Qu'est-ce que vous oui. proposez? Quels sont les usages pour les publishers? Ouais, la techno, elle est même ADN que côté demande. Donc, nous, on a deux piliers qui sont très forts. C'est d'abord le format conversationnel, qu'on vient Mhm. commencer d'évoquer. Et le deuxième, c'est notre capacité de livrer dans un environnement qui est consentless et cookieless. Donc, nous, on a eu la chance de construire nos technos autour du RGPD en 2018 et finalement de se servir de tout ça pour créer ce qu'on appelle, nous, le content server. Et donc, on va aider les publishers, c'est un peu comme une boîte de Lego sur trois usages principaux via notre content server. Donc c'est comme un ad server, mais pour servir du contenu. Donc tu vas avoir une partie créative, donc capable de créer l'ensemble de la création de la plateforme, et derrière de pouvoir la livrer auprès de la bonne audience dans ton environnement. On est d'ailleurs beaucoup plus flexible que par le passé, parce qu'à l'époque, on était dans, si tu veux, l'obligation de créer un emplacement BIOP chez nos partenaires pour pouvoir être livré. Aujourd'hui, on est allé beaucoup plus loin en étant pré-bid compliant, en faisant le travail aussi de se rendre compatible avec les ad serveurs du marché et permettre par exemple aux équipes de prendre un redirect BIOP et de le mettre là où ils souhaitent sur des emplacements peut-être publicitaires déjà existants sur leur environnement. Donc en fonction des objectifs quand tu es un média, tu peux soit travailler avec nous en dur, créer un espace dédié à l'engagement, à la conversation, à l'interaction chez toi, ou alors utiliser des placements qui sont déjà existants dans ton écosystème. Très flexible sur la manière avec laquelle on va travailler avec les publishers. Et pour revenir sur les usages, partant de cet ADN conversationnel et consentless, on a créé trois usages principaux. Le premier, il est éditorial. Donc l'objectif, c'est de mettre nos formats entre les mains des journalistes pour leur permettre de rentrer en conversation, d'engagement avec leur audience sur leur page, leur permettre de poser des questions, de faire des quiz, des tests de personnalité, des formulaires. Quand je dis des formulaires, ça n'a pas uniquement le but de récolter de l'information. C'est aussi, vous avez été témoin d'un acte X ou Y, prenez la parole. Qu'est-ce que vous pensez de cet article? Prenez la parole. Tu vois, c'est de créer un cercle vertueux autour de l'engagement et de la conversation entre le média et ses lecteurs. Évidemment, derrière, sur cette brique-là, il y a un objectif de boost des KPI de temps passé, de subscribers, de newsletters, d'opt-in newsletters sur ces sujets. On a d'ailleurs plein de formats à ce sujet. À chaque fois que tu crées une question ou un survey, tu peux mettre une brique opt-in à l'intérieur. Notre brique opt-in peut vivre seule dans un écosystème et fonctionner de manière indépendante et contextuelle. Hein, je suis sur un article qui parle de politique, je vais poser ma newsletter politique. La réciproque est aussi vraie quand tu parles de sport, par exemple. Si tu as une dizaine, une quinzaine de newsletters, on est en capacité de faire tourner la bonne box auprès du bon lecteur. On a aussi des connecteurs natifs avec les CRM, donc à chaque fois qu'un internaute va interagir avec nos formats, hop, nous, notre boulot, c'est d'enrichir la base de nos clients. D'ailleurs, j'en profite, 100% de la data qui est générée via les formats Biop appartient à nos clients. Elle n'est pas partagée ou utilisée ou même revendue par Biop derrière. On se positionne vraiment comme un prestat technique côté publisher, au-delà de la brique ad-tech que je vais évoquer. On est vraiment dans la partie éditoriale là-dessus. Ensuite, tu as la partie business. On va mettre à disposition nos formats comme premier usage en marque blanche avec là-dessus un positionnement très clair où on veut devenir un nouveau standard. On se positionne vraiment comme le meilleur pote des régies depuis l'avant-vente jusqu'à l'après-vente. Pourquoi? Parce qu'on a je disais, on a des connecteurs avec les DMP, donc on travaille avec Weborama, on travaille avec MediaRhythmix, on travaille avec Permittive, on travaille avec OnePlus X pour citer que celle-là. Et finalement, tu peux utiliser Biop en pré-test. Tiens, j'ai posé des questions à mes audiences. À chaque fois qu'un internaute va interagir dans un cadre consenti, évidemment, je vais renvoyer le cookie first party dans ma DMP. Ça va me permettre de créer des segments ou d'enrichir des segments déjà existants. Pour prendre un cas d'usage, je sais que mon équipe commerciale va aller voir le fabricant de couches lavables. Si on reprend l'exemple de Medina et nous deux qui avons des jeunes enfants, on est en plein dedans, donc on sait de quoi on parle. Et l'idée, c'est que tu peux demander l'âge des enfants de tes lecteurs. Et s'il a donné son consentement, tu vas créer un segment d'audience. Je sais que cette personne a des enfants entre 6 mois et 2 ans. Hmm. Tu vois, et tu peux aller voir ton annonceur en disant j'ai déjà un segment d'audience
qui est prêt. Et là, je peux me positionner comme une alternative face aux réseaux sociaux et face aux grosses plateformes. Ça, c'est notre objectif, c'est de donner les mêmes outils aux médias versus le social. Sur la brique éditoriale, ben, je reviens un peu en arrière, mais fais ce que tu fais sur les réseaux sociaux, mais sur ton point .com, au lieu de poser des questions sur Twitter et qui passe du temps chez Twitter, ou sur X, pardon, il serait temps de se mettre à jour, fais-le sur tes pages web. La data que tu en récoltes, elle t'appartient, elle appartient pas à Walled Garden, et derrière, tu crées un cercle vertueux autour de tout ça. Pour revenir sur la partie business, donc mise à disposition des formats en marque blanche, avant vente. Pendant la vente, au lieu de vendre des formats display classiques avec une proposition de valeur qui est relativement faible, à part l'impression et le clic et un message unilatéral, bah, tu peux pas faire grand-chose. Avec des formats dits conversationnels, on invite d'ailleurs tous les médias à ne pas utiliser le Mobium, mais à créer leur propre offre. Donc, tu vois, aujourd'hui, on est revendu par Amaury, on est revendu par Le Monde, on est revendu par Russell, on est revendu par CMI, on est revendu par Reworld Media, donc pléthore de partenaires qui commencent à prendre le prix et c'est une offre qui cartonne. Et là-dessus, tu peux aller beaucoup plus loin dans le storytelling. C'est ce que je disais d'avoir l'impression, les clics. Tu as l'impression, mais derrière ça, tu as tous les clics d'engagement que tu peux générer au sein de l'expérience. Tu peux avoir 1, 2, 3, 4 écrans au sein duquel tu peux mettre de la vidéo, tu peux mettre des posts X, tu peux mettre des posts Insta, tu peux t'amuser à faire plein de choses super chouettes. On a d'ailleurs un studio créa qui peut accompagner les régies pour faire les créas à leur place. Tu as évidemment l'attention et le temps passé, qui est un nouveau KPI et qui est de la valeur. Tu as aussi tous les insights que tu collectes. On y reviendra quand on parlera de data et qu'est-ce que ça veut dire, parce que chaque écran est générateur de data. Donc soit c'est complètement anonymisé, tiens, 80% a répondu A, 20% a répondu B, ou alors derrière tu peux t'en servir dans le cadre d'une étude CRM ou de la DMP. Et enfin, évidemment, tu as le clic d'exit qui est chez nous pas un clic d'erreur. Après 3-4 clics, tu n'as pas un clic qualifié, mais presque, tu vois, là-dessus. Et on verra sur les performances qu'on a sur les landing pages des partenaires. Et enfin, tu as la partie post-test. Parce qu'évidemment, comme tu es en capacité de poser des questions, on peut caviarder le contenu et permettre à nos partenaires de créer des offres de post-test. Webedia le fait par exemple avec nous, Le Figaro le fait, Média Figaro le fait aussi avec nous. Donc tu as un outil qui te permet d'être vraiment global pour les partenaires en marque blanche, éditorial, data, mais aussi sponsorisé. Et Cherry on the Cake, via les équipes de Medida, on est aussi capable de se positionner comme une tech classique en fournissant des revenus. Donc, on va venir soit monétiser notre propre emplacement, soit monétiser via Prebid des emplacements in article déjà existants. Et là-dessus, on va baser notre delivery sur notre moteur contextuel. Et spoiler alert là aussi, notre objectif étant de standardiser notre technologie, notamment pour les attentes américaines, on est en train d'intégrer la possibilité de faire du targeting via des segments démographiques qui soient ID-based ou cookie-based. Super. Donc on veut devenir vraiment agnostique de notre manière de travailler tout en gardant la valeur ajoutée des formats conversationnels et de notre content server. Tu as cité Reworld Media, CMI, pour ne citer que. Oui. Vous travaillez principalement avec des gros groupes médias qui ont le potentiel de vous fournir beaucoup d'audience. Vous travaillez également avec des publishers plus petits, indépendants. Les deux, mon capitaine. Sur la partie techno, évidemment, il a été plus facile au début d'aller convaincre les gros groupes médias qui sont équipés et qui ont les équipes pour le faire. Tu vois, quand je pense à la brique data, évidemment, tout ce que je t'ai raconté sur la partie enrichissement, il faut être équipé du DMP. Mhm. Donc là-dessus, on s'est d'abord rapproché de ces groupes médias-là. Après, des médias indépendants ont aussi besoin d'outils éditoriaux. Donc là-dessus, on y va et on discute avec eux. Il n'y a pas de notion de taille de médias chez nous. On s'est plutôt lié à leurs challenges et à leurs besoins. Et, idem sur la partie ad-tech. Évidemment, on monétise derrière. On a d'abord monétisé les médias avec lesquels on travaillait, mais on n'a pas de frontières. C'est Aujourd'hui, vrai un que média. Vas-y, Medine. c'est vrai, justement, j'allais dire aujourd'hui, côté demand, les médias les plus plébiscités sont les médias qui sont les plus connus. Mais on est très heureux de pouvoir s'appuyer sur des petits médias qui vont répondre à des sujets qui sont un peu moins mainstream. La seule limite qu'on se donne, c'est de travailler avec des médias qui ont une ligne éditoriale qui est maîtrisée et qui vont bien évidemment respecter tous les enjeux de brand safety des marques avec lesquelles on travaille. Ok. Il y en a un par défaut parce que l'une de nos méthodes de delivery est contextuelle et nous, notre outil va venir crawler le contenu des médias.
Ça, c'est aussi un avantage et on a pléthore de data sur ce sujet et on souhaite aller beaucoup plus loin demain, notamment avec l'IA, qui nous permet d'automatiser et d'optimiser la delivery. C'est que nous, on a accès à chaque mot contenu dans les articles de nos partenaires. On a déjà un petit peu d'IA à l'intérieur de nos plateformes, toujours en marque blanche, où on permet aux journalistes partenaires de copier-coller juste l'URL et à l'outil de créer des formats conversationnels pour eux. Demain, on pourra aller plus loin et que l'outil le fasse automatiquement sans qu'on demande aux journalistes de copier-coller l'URL. On a déjà accès au corpus, on pourra aller beaucoup, beaucoup, beaucoup plus loin. Et donc, effectivement, comme le dit Mélina, on fait quand même attention aux partenaires qu'on a dans notre réseau, Mhm. qu'on veut premium. Mais Tu as premium parlé n'est pas lié à la taille. ouais. Vas-y, vas-y. Donc premium au niveau du contenu qu'il propose. Tout à fait. Exactement. Ok. Et on a tout intérêt à aller voir tout le monde. Tu vois, Ouais. quand on parle de delivery sémantique, si on va voir un acteur B2B, ah bah, il faut qu'on puisse être en capacité d'aller chercher des mots-clés très précis dans notre réseau pour lui. Et quel type d'accompagnement vous proposez aux médias qui travaillent avec vous? Tu as parlé d'une agence créa, donc ça c'est Ouais, côté annonceur. Côté ouais, publisher, est-ce que vous avez des points réguliers avec les publishers avec lesquels vous travaillez pour les accompagner, pour optimiser leurs performances? absolument, absolument. On a un accompagnement, nous, qu'on dit complet. Chaque média a un account manager qui est dédié et qui Mhm. n'est pas siloisé par usage. Les account managers chez nous sont dédiés à un média, donc sont formés sur des usages éditoriaux, data et sponsorisés. Alors évidemment, ce ne sont pas des journalistes, donc on est super à l'écoute de leurs besoins, de leurs demandes pour orienter les développements, que ce soit de la techno et la proposition créative. L'objectif pour nous, c'est qu'ils soient complètement indépendants. Donc il y a des formations qui sont effectuées par nos account managers en fonction des besoins des médias. Donc, ça peut être une demi-heure, une heure, ça peut être focus sur les features dédiées à un survey ou des leviers data qu'on pourrait avoir avec des use cases qu'on imagine ensemble, ou aussi on a une newsletter mensuelle où on nourrit les équipes avec ce qu'ont fait les confrères, par exemple. Mais là-dessus, on a des rendez-vous, je vais te dire, hebdomadaires au début d'une relation avec un média et qui tendent à être mensuels et trimestriels une fois que le niveau de maturité est atteint du côté des médias. Alors après, effectivement, quand je prends le cas de West France, quand tu formes 200, 250 journalistes, c'est pas, ça va, on va plus loin que qu'un rendez-vous par quarter. Dans le cadre d'une régie, c'est un peu différent et nous, on souhaite accompagner les partenaires depuis la réception du brief jusqu'à la fin de la campagne. Réception du brief parce qu'on a un savoir-faire, parce qu'on sait très bien que les formats conversationnels ont un besoin d'évangélisation auprès des agences, auprès des annonceurs en direct et donc des équipes commerciales, pour qu'ils puissent bien intégrer et bien comprendre l'offre et qu'on associe le format avec le KPI qui est recherché par l'annonceur qui est sur ce brief. Donc nous, ce qu'on leur propose, c'est un accompagnement total. Tu reçois le brief, mets-nous dans la boucle. On va mettre notre studio créa pour proposer dans un temps 1 une réponse avec un format et des démos pour inviter l'annonceur à rentrer dans le monde de la conversation, de l'engagement et le monde qu'est Biop, pour qu'il puisse se projeter et qu'il se rende compte que c'est facile, que finalement il n'y a pas besoin d'assets médias particuliers. Notre équipe créa qui est à Montpellier, qui fait un job de ouf, eux, il leur suffit d'un format display pour le transformer en format conversationnel au-dessus d'une page web. Il leur suffit pas grand-chose. Donc l'idée, c'est de lever les freins, encore une fois, possibles qu'il y a à la vente et ou à l'achat, ça dépend de quel côté tu te positionnes, des formats dits conversationnels. C'est pas forcément comme ça qu'ils sont appelés dans l'offre des médias avec lesquels on travaille. On les accompagne aussi sur le lancement de la campagne, parce que ça peut être lancé depuis notre ad server, notre content server, ou via l'ad server du partenaire. Et là-dessus, on est force de proposition aussi sur la delivery et l'optimisation. Et enfin, sur la capacité par nos partenaires de prendre des KPI depuis notre plateforme et de faire un beau rapport. C'est ce que j'ai tendance à raconter, c'est de toute façon, avec les formats BIOP, on est entre nous, même si ça se passe pas forcément bien, on n'a pas parlé de chiffres encore et de KPI, on va y revenir, entre le taux d'engagement, les clics d'engagement, le taux de clic, le taux d'exit, l'insight que tu vas récolter, le temps passé, l'histoire, elle est toujours plus belle à Mhm. raconter. Donc, on est fort de propositions là-dessus et on fait un accompagnement global. Et on hésite d'ailleurs, on n'hésite pas à demander aux médias d'être force de proposition avec nous et de nous solliciter.
Avant de passer justement aux résultats observés au KPI, j'aimerais juste qu'on revienne sur quelque chose que tu as dit. Euh, quand tu parlais de votre solution, de vos solutions, tu as parlé de la concurrence des réseaux sociaux et qu'aujourd'hui, vous tendez de plus en plus à proposer des solutions qui permettent aux annonceurs euh, de faire ce qu'ils font sur leur point .com, enfin, de faire ce qu'ils font avec les réseaux sociaux, mais sur leur point .com. Donc en gros, vous voulez devenir une alternative aux GAFAM qui captent aujourd'hui la grosse majorité des investissements pub. Ouais. C'est une discussion que j'ai déjà eue avec d'autres adtech et d'autres annonceurs, d'autres publishers. C'est un discours qui est super tentant, qui a beaucoup de sens, de se dire ça serait bien quand même d'avoir une alternative sérieuse. Mais est-ce que franchement les annonceurs, alors c'est peut-être une question pour vous deux, côté supply et côté demande, est-ce que les annonceurs ils sont vraiment sensibles à ce discours de il y a une alternative qui est possible quand on sait que c'est plus ou moins simple pour eux de se dire allez on va sur les réseaux sociaux, on connaît Meta, il y a TikTok qui cartonne en ce moment. Est-ce que c'est vraiment un message qu'ils arrivent à intégrer ou est-ce que c'est pas un peu une promesse un peu en vain? Quand on leur en parle, ils sont toujours réceptifs et ils sont assez d'accord parce que les réseaux sociaux, ça leur fait peur aussi. Il y a une non-maîtrise, il y a aussi une volonté de valoriser les marques médias. Ça, c'est dans le meilleur des mondes. Ensuite, il y a les faits, le fait qu'ils puissent tout piloter moins cher, avec des formats qui sont innovants, qu'on le veuille ou non. Les réseaux sociaux nous ont dépassés de loin, et c'est ce qui fait leur force et leur innovation. Tout ce qu'on a quand on n'est pas sur des réseaux sociaux, c'est beaucoup de retranscriptions de ce qu'on peut avoir sur du offline. Et on a mis du temps à avoir de nouvelles choses. Et c'est là-dessus qu'ils ont gagné du terrain, aussi en ayant des environnements qui étaient fermés et de la data et énormément de reach. Je pense que ce qui manque aux annonceurs, c'est des moyens humains et du temps pour pouvoir sauter le pas. Et qu'ils ont envie d'avoir une alternative sérieuse. Et je pense que c'est à nous, réunis à Tech, de se poser ensemble pour proposer une alternative sérieuse. Ok, très bien, intéressant. C'est effectivement le retour que j'ai eu également. C'est les annonceurs sont à la recherche de nouveautés, sont très friands de nouveautés, mais derrière le scale que propose le reach, la portée que proposent les réseaux sociaux fait que c'est un peu la solution de facilité aussi de se dire bon bah allez on met la grande majorité de nos revenus, nos, nos dépenses publicitaires, nos budgets sur les réseaux sociaux. Est-ce qu'aux États-Unis, vous constatez la même chose, vous qui avez des liens maintenant avec une boîte américaine? La réponse est oui, sauf que le marché américain a mis 3, 4, 5 ans à avoir les mêmes problématiques que le marché européen, parce qu'il est tellement gros et les parts du gâteau sont tellement grosses qu'ils ne se rendent pas forcément compte. Mais c'est un peu le cas aujourd'hui. Il y a de, Tu vois, on enregistre le jour des élections américaines et comme tu le sais là-bas, les budgets sont pas fermés sur la politique. Et en fait, tu as beaucoup d'annonceurs aujourd'hui qui ont un peu de mal à annoncer sur Google et Meta et qui préfèrent se tourner vers comme le disait Medina, ils ont un peu peur de cette black box, tu vois, où tu sais pas trop où la data, à quoi ça sert, etc., à être associé à du contenu politique qui peut être très 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 clivant, notamment aux États-Unis en ce moment, ça leur fait super peur et ils préfèrent se tourner vers des attaques qui mettent la brand safety en avant et qui ont un vrai savoir-faire format, déjà, parce évidemment, moi je suis persuadé que ça passe par l'innovation, parce qu'on a beau dire tout ce qu'on veut, notre marché a une capacité à scier l'arbre sur lequel on est tous assis qui est assez impressionnante. La RGPD en fait partie, la fin du cookie aussi, etc. Et on a tendance à essayer de faire survivre un modèle existant plutôt qu'essayer d'innover. Et donc moi je suis persuadé que ça passe par d'abord le format et évidemment la performance. Si demain on arrive à avoir le même scale et les mêmes niveaux de performance, il n'y a aucune raison qu'on n'arrive pas à inverser la tendance. Mais je me rends compte qu'aux US aussi, il commence à y avoir, même si Google et Meta sont américains, une espèce de Meta et Google bashing. Ils commencent à en avoir un peu marre de leur discours, un peu marre des scandales associés à ces boîtes-là, associés en plus
j'ai lu ça hier sur eMarketer, les annonceurs commencent à se doter de savoir-faire en interne. Ça, c'est un marché qui commence à être mature et les achats médias en direct aux US sont passés de 14% d'annonceurs en direct à 28%. Donc c'est un signal aussi assez fort. Tu vois, tu mets tout ça dans ton sachet et tout secoue. Oui, on a peut-être notre bâton de pèlerin et notre message peut paraître assez naïf, mais on y croit dur comme fer. Très bien. Donc, transition vers les résultats observés. On va commencer avec toi, Medina. Au niveau des annonceurs, est-ce que tu peux nous donner des chiffres? On aime bien donner des chiffres ici, et peut-être des cas d'école de ce que vous avez observé en activant vos solutions côté annonceur. Bien sûr. Nous, on a observé un impact positif sur l'attribution à la marque, qui est 2 fois plus élevé que ce qu'on peut avoir sur du display classique ou de l'outstream classique. C'est en grande partie parce que l'utilisateur il passe du temps qualitatif avec la marque. C'était pas une publicité standard comme on pourrait avoir habituellement avec juste un message diffusé. Et on va ressembler un petit peu aux réseaux sociaux là-dessus, puisqu'on va interagir avec l'internaute. Et je pense que ce côté un petit peu plus moderne et apposé au temps passé fait que forcément on va avoir un impact meilleur au niveau de l'attribution à la marque. On va avoir aussi des interactions qui sont en hausse grâce à la gamification. On a des taux d'interaction aujourd'hui qui sont autour des 1%. Les questions, elles sont pertinentes qu'on va poser. Tout à l'heure, Romain parlait de notre équipe créa. Aujourd'hui, cette équipe dédiée, elle fait des créas, donc côté image, etc. Mais elle va aussi avoir une partie content où on va essayer de capter l'attention de l'internaute de façon différente et A/B tester ça à différents niveaux pour pouvoir voir de quelle façon on va aborder l'internaute et de quelle façon il va mieux passer du temps avec nous et interagir avec nous. Et c'est quand les annonceurs nous font confiance justement sur la rédaction de ces questions qu'on va avoir les meilleurs résultats. Bien évidemment, on va respecter toutes ces directives autour de sa marque. Et enfin, on a une expérience utilisateur qui est améliorée et des conversions qui sont plus importantes. On a un taux de rebond qui est réduit à seulement 1,3%. Parce que lorsque les internautes vont arriver sur le site, ils savent pourquoi ils sont arrivés là. Ils ont déjà répondu à différentes questions avant et ils ont décidé véritablement de savoir qu'ils vont aller sur un site. On va avoir une hausse aussi du nombre de pages vues supérieur à 50% et des taux de conversion qui vont être 9 fois supérieurs à ce qu'on peut avoir sur du display classique ou du social. Et enfin, information intéressante, c'est que 80% de notre trafic vient de nouveaux utilisateurs. Ça s'explique sûrement par le fait que les marques qui vont nous activer, elles ont un peu écumé énormément d'investissements sur les réseaux sociaux et vont se retrouver avec des panels qui sont un peu ressemblants. Et lorsqu'elles vont activer de nouveaux acteurs, elles vont se retrouver avec de nouveaux utilisateurs. Les résultats que j'ai exposés sont issus d'études menées avec l'Institut du CSA et tout ce qui est autour de Data Site Centric, c'est des études qu'on a menées en collaboration avec Eulerian, qui est un outil d'attrib contrib. Quand tu parles de taux de conversion, vous traquez également, par exemple, du lead ou de la vente Alors sur. oui, on peut le traquer, mais en fait, nous, notre idée, c'est de vendre du branding, du haut de funnel. On n'est pas un Mhm. marqueur de but, on est un passeur de balles. Et lorsque ça a été traqué, ça a été grâce aux pixels de l'Erian. On peut tout à fait le faire, mais notre volonté, si on le fait, c'est de se dire, bon, ben alors, on est analysé avec un outil d'attrib contrib. On Ok. a envie vraiment de travailler le funnel dans toute sa grandeur. Mhm. Je posais la question parce que toutes ces étapes finalement, par le biais de la publicité conversationnelle, de poser des questions avant de rediriger vers un site annonceur, j'imagine que c'est très puissant pour toutes les campagnes au lead. Par exemple, Tout à je sais fait. pas, pour un essai de voiture, pour essayer ou changer d'assurance auto, ou Et- ouais, Tout toutes à les fait. campagnes où il y a un formulaire à remplir. Si on pose un maximum de questions avant, si on implique l'internaute, j'imagine que les conversions derrière, elles doivent être, ouais, les conversions vont être beaucoup plus importantes. Mais ça marche également sur des campagnes de branding, en fait.
Oui, on va plutôt aller travailler la notoriété, la mémorisation, Mhm. expliquer le produit, le concept, mais ça fonctionne très bien en effet sur des concepts où on va essayer de faire de la transformation. Et je vais reprendre ton exemple de l'assurance qui est intéressant, où on a des enjeux de lead et où souvent on a des internautes qui se perdent autour des offres. Ce qui est intéressant avec notre produit, c'est qu'on va demander à l'internaute qui tu es pour que je te pousse la meilleure assurance qui va te convenir. On va rediriger sur la bonne page sur le site, ce qui va bien intéresser l'internaute, puisque souvent quand il arrive sur cette page sur un sujet qu'il n'a absolument pas envie de gérer, il va se retrouver sur la bonne page. Mais si l'annonceur décide de ne pas utiliser d'outils d'attrib-contrib, on va pas forcément valoriser notre travail parce que la personne, elle a pris en considération toutes les informations concernant l'assurance, mais elle voudra peut-être pas souscrire tout de suite. Elle reviendra plus tard. Ok. Et c'est sur quoi on peut parfois pêcher avec nos résultats parce que l'annonceur n'est pas capable de travailler son funnel complet de conversion. Mais en effet, lorsqu'on arrive à travailler avec une bonne méthodologie, on a de très très bons résultats. Et tu mentionnais également la Oui. gamification. Euh, Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus parce que ce que tu entends par gamification, c'est vraiment le format conversationnel ou c'est encore plus loin, vraiment proposer des mini-jeux sur un site pour ensuite rediriger vers l'annonceur? Parce que ça aussi, c'est un sujet qui est très chaud, notamment aux États-Unis, Oui. et qui vient en France. Donc, ça m'intéresse d'en savoir un peu plus. Alors ça peut être les deux. La gamification, ça peut être le fait de d'aller faire des quiz autour d'une marque, mais oui, on peut intégrer des jeux directement sur nos formats, ce qu'on a déjà pu faire pour certaines marques. On peut aussi visiter en 3D un véhicule directement sur nos formats. On a pu aussi avoir des images qui étaient floutées pour des sorties de films et essayer d'aller deviner les personnages derrière et que ce soit dynamique. On peut faire tout ça et surtout on peut intégrer tous les jeux qui peuvent exister directement auprès des annonceurs en JS chez nous de façon très rapide en quelques minutes seulement. Très bien. Merci pour la clarification. Je posais la question parce que je vais bientôt enregistrer un épisode sur une boîte qui propose la gamification en marque blanche. Et je sais que c'est quelque chose que les médias apprécient de plus en plus, donc je pense que c'est un beau projet également. Au niveau publisher, Romain, les résultats observés, est-ce que tu peux nous donner des informations là-dessus? Oui, carrément, mais je vais rebondir sur ce que tu viens de dire sur le lead parce que on met à disposition de nos partenaires un format formulaire qui en fait est une option et que tu peux mettre sur l'ensemble de nos formats. Et on a pas mal de nos partenaires qui vendent nos formats au lead et ça a tendance à fonctionner. Alors après, attention, on en a parlé entre nous, laisser son mail dans l'open web, ça reste la croix à la bannière et ça reste compliqué, mais on a tendance à réduire le chemin en ayant une proposition all-in-one. C'est-à-dire que tu poses des questions, tu proposes le bon produit et tu invites l'utilisateur à laisser son mail au sein de la même expérience, sans être redirigé sur un formulaire X ou Y et sans sortir de là où il est déjà, c'est-à-dire sur la page média qu'il est en train de consulter et lire. Donc, tu associes la confiance du média avec le message publicitaire et ça a tendance à fonctionner. Donc les résultats, ils sont très bons sur la partie sponsor avec des taux d'engagement qui sont assez similaires à ce que vient de dire Medina. On peut aller même beaucoup plus loin sur du B2B. Tu vois, je pense à un exemple avec NGPA, où on a fait des OP avec des fabricants d'outils agricoles. Là-dessus, quand tu parles à des agriculteurs d'outils agricoles, ben, ton taux d'engagement, il n'est pas à 1%, et il monte à 2, 3, 4%. Et derrière, à la fin de l'expérience, tu reprends le bon outil auprès du bon agriculteur en fonction de ses besoins et ça fonctionne hyper bien. Et là-dessus, oui, le taux de transfo sur de l'email, il est ultra bon si tu compares à l'open web classique. Parce que tu as le cadre de confiance du média qui est un média B2B et qui donne confiance évidemment à son lecteur qui est un professionnel sur ce sujet. Après, on a d'autres cas d'usage qui sont hyper intéressants. Je pense à Russell aujourd'hui qui nous revend dans le nord de la France ou à Semi-Média, Semi-Région, qui nous revend en dehors de Paris. Et là-dessus, on a, par exemple, dans le cadre de Russell, une à deux campagnes par semaine qui sont vendues par l'équipe commerciale de Russell et qui sont opérées par Russell, qui sont complètement indépendants. Ils nous demandent juste de valider un peu le setup
de temps en temps pour se rendre compte si tout va bien. Et là-dessus, ouais, quand tu as une centaine de campagnes qui sont vendues par an avec des annonceurs qui reviennent en fil rouge, et ce que me disait Vincent à la base, c'est que plus de 30% des campagnes sont issues de clients qu'ils avaient perdus. Ah, tu te dis que tu tiens quelque chose et que les résultats sont super bons. Ensuite, sur la partie éditoriale, là-dessus, bah oui, les taux d'engagement vont de 2 à 95% en fonction de l'utilisation que tu as des formats. Si tu fais de l'actu chaude, de l'actu froide, si tu laisses ta question une journée ou une semaine tourner sur tes pages, si tu le fais sur des pages dédiées au foot par exemple, ou si tu le fais sur l'ensemble de tes pages. Toi, ça dépend des typologies de formats qui sont utilisés. Quand tu vas sur un article ultra ciblé de la PQR qui pose une question sur l'équipe du foot, l'équipe de foot du coin ou les travaux qui ont lieu, qui vont avoir lieu, ou sur les personnalités politiques du coin, évidemment, ça fonctionne très très bien. Ça fonctionne super bien. Alors, on a des taux d'engagement voilà, qui peuvent monter. Alors, quand je dis 95%, c'est souvent dans le cadre d'un jeu concours avec une dotation qui vaut le coup à côté et qui est un autre levier que tu peux activer pour faire de récolte d'informations sur tes internautes. Mais ouais, on est assez fiers des résultats qu'on arrive à obtenir avec les médias et tous les cas d'usage. Tu vois, je pense à d'autres chiffres sur West France, par exemple, où l'année dernière, on a récolté plus de 140 000 emails pour eux. On est souvent associé à une boîte à tech, mais tu vois qu'on arrive à avoir accès à d'autres leviers et qu'on est assez puissant là-dessus. Je pense que beaucoup de tes auditeurs ne le savent pas, mais les box d'emails que tu peux voir sur ton téléphone sur RMC et BFM, bah, c'est notre techno qui est derrière aussi. Donc, on est en capacité de faire des box ultra shadés, des connecteurs qui sont fonctionnels avec leur CRM. Et tu vois, ça, là, c'est l'intérêt d'avoir un emplacement BIOP qui est dédié aux usages, c'est que tu peux faire tourner sur le même emplacement des contenus éditoriaux qui sont associés avec des box de récolte d'informations. Et c'est ça qu'on veut créer. Donc, c'est une alternative à forte valeur ajoutée. Avec plein de petits leviers que tu peux activer. Alors, on n'a pas réinventé la roue, on ne va pas être en capacité de tout faire. On est un des leviers qui vont aider les médias à aller plus loin dans l'animation de leur lectorat, sur l'objectif d'enrichir les bases de données, qui est aujourd'hui primordial. Parce que nous l'oublions pas, le cookie first n'est pas mort dans le cas d'un média. Hein, nous, on parle beaucoup de la fin du cookie third party côté Atech, mais les médias seront toujours en capacité, et eux, l'or, ils sont assis sur un tas d'or, c'est eux qui l'ont, c'est plus nous. Donc on est là pour les accompagner là-dessus et leur aider à créer une offre qui est en béton armé. Et évidemment aussi sur la partie sponsorisée, mais ça je viens de le dire, avec des super bons résultats sur la mise à disposition de nos formats. Très bien. Est-ce que avant de passer à la prochaine section du podcast, qui est l'état des lieux des publishers et de la demande, tu veux nous dire, vous voulez nous dire nous donner plus de détails sur l'utilisation de la data chez Biop, comment vous utilisez la data et à quel point c'est important chez vous, et j'imagine que oui, c'est important. Donc je vous laisse détailler. Je pense que c'est plus une question pour Medina parce que nous, c'est comment on aide à ce que les médias enrichissent leur base de données, mais j'en ai déjà bien parlé. Sur l'utilisation de la data, c'est plutôt lié à nos usages internes. Très bonne question pour nous. En fait, chez Biop, on a une ADN où on est orienté avec une approche cookieless et consentless. Notre priorité, c'est de respecter l'utilisateur en évitant de collecter ses données personnelles, ce qui nous permet vraiment de toucher 100% des internautes sans exclure personne. Donc ça, c'est notre vision. Maintenant, dans les faits, on est souvent activé avec uniquement sur des contenus où le consentement est donné, parce qu'on est mesuré par des tiers de confiance, donc forcément on en a besoin. Donc on se passe d'une bonne partie de trafic qu'on pourrait avoir. Ensuite, si on répond à la question comme l'entendent vraiment les marques et les agences, on va pas utiliser de data. Mais en réalité, on va utiliser différents types de données pour optimiser nos campagnes. D'abord, c'est toute la partie contextuelle et sémantique. Romain en a parlé tout à l'heure. On a un crawler qui permet vraiment d'aller analyser chaque page média avec lesquelles on va travailler. Et nous, on va pouvoir positionner nos publicités un petit peu comme on peut faire avec du search, avec des pools de mots-clés, avec du et, du ou, de l'exclusion de mots. Donc ça, pour moi, c'est vraiment une adaptation en fonction de l'environnement et c'est un usage de data.
Ensuite, on a autre chose, c'est que nous, on a notre propre SSP, notre propre DSP, et en fait, notre algorithme, il nous appartient, il permet vraiment d'aller ajuster les campagnes, donc sur les pages, les médias, les heures, les devices, sur lesquels on va avoir les meilleures performances. Enfin, on va avoir, pour moi, une autre notion de data qui est autour de la création graphique. On n'en parle pas assez souvent de cette data de créa, mais nous, nos résultats, ils sont très très axés autour des créas. En fait, les meilleurs taux de d'engagement ou de CTR, ils vont être surtout indexés à la créa qu'on va avoir et comment on va interagir avec l'internaute. Et cette data-là, c'est une data qui est manuelle et aussi utilisée par notre techno, mais c'est vraiment nos équipes adoptent ces créas qui font un job dingue d'A/B test et qui vont permettre vraiment d'aller chercher la data qui va nous permettre de dire ben, cette créa fonctionne mieux que celle-ci et allons axer vraiment une image, un texte, etc. en fonction de ça pour telle marque. On va aussi avoir notre propre DTO qu'on a développé, donc on est complètement indépendant là-dessus. Et on va pouvoir positionner des publicités sur de la géologue ou de la météo en temps réel. Et enfin, techniquement, on est complètement capable d'intégrer des segments en API. On a eu l'occasion de le faire pour certains annonceurs. Donc même si c'est pas dans notre ADN, on a accepté de le faire. Et on reste flexible, on essaie d'évoluer avec les besoins des marques et des utilisateurs plutôt que d'imposer un modèle figé. Et ces segments-là, ils vont bientôt être intégrés chez nous de manière native. Très bien. Donc on passe à l'état des lieux, niveau publisher et demande. Qu'est-ce que vous disent les annonceurs en ce moment? Quelles sont leurs problématiques? Comment ils voient également les enjeux peut-être des prochains mois ou des prochaines années sur la tech, sur le format que vous proposez, sur les solutions que vous proposez? Medina, si tu souhaites continuer. Avec plaisir. Ce que les marques vont nous dire, c'est que elles apprécient nos formats, elles sont satisfaites. Maintenant, on a un enjeu de taille qui, je pense, n'est pas juste que pour nous. C'est que on va pas rentrer dans les critères de productivité standard des marques. Alors encore plus quand c'est des marques internationales. Et en fait, nous, on a une approche plutôt qualitative et qui est un peu plus difficile à évaluer. Du coup, on peut se retrouver sous-estimé. Ça, c'est vraiment notre plus grosse problématique et on arrive à pallier à cette problématique quand on est capable de travailler avec une marque en fil rouge, donc sur du long terme, qui investit en fait pas seulement de l'argent, mais du temps d'un point de vue de ses équipes. Il y a aussi autre chose dont on se rend compte, c'est que nous, on produit énormément d'insights pour les marques. Et souvent, ces insights ne sont pas du tout exploités, encore une fois par manque de temps, et aussi parce que ces insights-là ne rentrent pas dans des cases qui sont déterminées par les marques, avec des enjeux qui sont déterminés depuis des années, ou alors quand ils arrivent à bouger un peu leurs enjeux, c'est parce qu'ils vont avoir une grosse machine qui est arrivée et qui a réussi à imposer un modèle autour d'un nouveau KPI. Euh, L'autre difficulté, j'en ai un petit peu parlé tout à l'heure, c'était un peu les data site-centric, même si ça fait des années qu'on parle de ça, que les marques se dotent d'outils, d'attrib contrib, d'essayer d'arrêter justement vraiment de regarder que sur du last click. Les marques en sont encore un petit peu loin et je pense que il y a une volonté et que c'est vraiment des difficultés en fait structurelles qui font que c'est compliqué pour eux d'avancer. Mais il y a vraiment une volonté. Et je suis très très positive sur 2025 pour qu'on puisse s'accorder sur tout ça. Très bien. De ton côté, Romain? Alors moi, on n'est pas un média, donc j'ai pas tellement envie de parler à leur place, mais Mhm. c'est sûr qu'ils sont face à des problématiques qui sont immenses. Nous, ce qu'on entend, c'est vrai que côté éditeur, en tout cas, il y a plein de problématiques liées à la fuite lente mais certaine de l'audience depuis l'open web vers les réseaux sociaux. D'ailleurs, là-dessus, j'invite tout le monde à écouter le podcast que tu as fait avec Jérémy Parola qui en parle très bien, lui qui est au cœur du réacteur sur ces sujets. Et tu vois, d'ailleurs, il essaie d'innover en parlant de content to commerce, en transformant, en socialisant un peu ces plateformes. Et d'ailleurs, j'invite les auditeurs à aller voir Parole de Maman, sur lequel Jérémy a pris un risque, il a supprimé son ad server et Biop et l'ad server des pages.
Donc l'ensemble des emplacements publicitaires sont powered by Biop et 100% des campagnes sont vendues et opérées par ces équipes. Donc, tu vois qu'au lieu d'un seul emplacement, on est en capacité de devenir toute l'infrastructure technique. Et ce pari-là est un super labo pour lui comme pour nous, pour imaginer la suite et ce qu'on pourrait être capable de faire côté publicitaire, non pas sur un seul emplacement, sur un seul format, mais sur l'ensemble de la page, voire même de la plateforme, parce qu'on est sur l'ensemble des pages. Mais bon, il y a un enjeu de brand safety aussi, hein. Comment tu fais vivre les enjeux business avec les enjeux éditoriaux qui sont beaucoup, 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 beaucoup moins vrais aux États-Unis. Tu vois, en France, tu as encore aujourd'hui des équipes éditeurs et régies qui sont siloisées et qui se parlent très peu. Là où aux US, tu vois, j'ai été super surpris quand je pitchais le produit auprès de journalistes américains, qu'au bout de mais la deuxième question, on me demande, OK, mais combien? Donc, tu vois, tout est orienté business, ce qui n'est pas le cas en France, et ce qui est aussi une vraie qualité française, tu vois, de savoir s'appairer d'eux. Et heureusement que tout n'est pas tourné comme ça. Je prêche pour ma paroisse, parce que plus je côtoie l'environnement aux États-Unis, plus je me rends compte de la chance qu'on a d'être en France là-dessus. Mais il faudrait peut-être qu'on aille un tout petit peu plus loin et qu'on arrive à créer des cercles vertueux entre les deux. Tu vois, typiquement, si je rebondis sur le produit, bah, quand l'éditeur utilise Biop, ça nourrit aussi la régie via tous les segments d'audience que tu peux créer. Tu vois, donc on le fait pas encore assez, mais donc il y a cette problématique-là de comment j'écris et je corresponds à la notion de brand safety qui est très liée aux third party trackers avec lesquels tu travailles. Donc là-dessus, il y a un enjeu d'harmonisation, je pense, entre la régie et l'éditeur. Donc il y a des problématiques éditoriales qui sont fortes. Et comment je fais pour inviter les lecteurs à rester chez moi? Est-ce que je crée plus de contenu long? Est-ce que je crée plus de contenu court? Est-ce que je fais plus de vidéos? Est-ce que je fais plus d'écrits, etc. Donc ça, c'est des problématiques qu'on entend tous les jours. Mais je ne veux pas répondre à leur place parce que chaque média a des typologies, de la PQR, de la PQN, des médias spécialisés ont des problématiques qui sont différentes. Ensuite, si je parle sur la data, bah là, c'est un immense sujet évidemment. Et comment je fais pour survivre et comment je fais pour aujourd'hui me doter d'une stack data à bas coût. Parce que bah, le CRM, évidemment, c'est quasiment une condition sine qua non si tu veux te créer une base newsletter, si tu veux engager ton lecteur sur l'ensemble des plateformes et l'ensemble des environnements. Peu de médias aujourd'hui peuvent se payer une DMP. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a un vrai reward de la part des agences et des annonceurs sur le surcoût associé, tu vois, à la création et à l'activation de ces pools data? Je pense qu'un média pourrait te le répondre, mais c'est des enjeux auxquels nous on fait face parce qu'on leur propose ces produits, mais on leur dit est-ce que je m'y retrouve derrière? Le point entre les deux, tu as l'IA. On entend beaucoup parler en ce moment du moteur de recherche créé par OpenAI. Est-ce que les médias vont être rémunérés? Tu vois, il y a tous ces sujets-là auxquels ils font face. Sujet très technique, quid de la gestion d'une stack pré-bid? Toi, c'est très technique, mais c'est plein de petits sujets, donc il y a quand même pas mal de problématiques. Heureusement, il y a des technos qui font très bien le boulot. Je pense à Visor, je pense à PubStack, par exemple, qui sont là pour aider les plateformes à monter en compétences, à dataiser, à templétiser, tu vois, à unifier le tout pour les médias. Mais ouais, tu vois, sur chaque business unit avec lesquels on travaille, tu as des fortes problématiques, sans parler du SEO, tu vois, avec Google, où avant les règles du jeu changeaient tous les ans, maintenant c'est tous les mois. Donc tu vois, tu peux plus partir en vacances tranquille quand tu es responsable de l'audience, ça devient un peu vrai sur la monétisation. Les enjeux vidéo, tu en as parlé des formats hot stream, in stream, des formats hot stream qui ont été valorisés, etc. par Google. Bon, faut aller vite, faut être flexible. Et nous, techno et adtech, en plus des produits qu'on apporte, on a un vrai devoir conseil. Soit sur tous ces sujets, on doit nous aussi être au point et en ta capacité de répondre pas uniquement via un format, mais aussi vers du conseil et de l'humain. Donc il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de sujets sur lesquels on pourrait passer beaucoup de temps. Tu vois, on les passe en surface, on Ouais. pourrait deep dive un peu, mais je pense que c'est pas mon rôle. Bah, tu dis que tu n'es pas un média, mais justement, les médias sont à la recherche de conseils peut-être pour sortir un peu la tête du guidon et d'avoir une vision externe. Est-ce que c'est ce que tu remarques? Les médias ont besoin de conseils qui viennent bah, peut-être des AdTech. Tu dis que Oui, oui, chez oui, vous, oui. c'est votre côté conseil également qui fait votre force.
Oui, bien sûr, oui, tu as raison là-dessus, il y a besoin de conseils, mais c'est pas un conseil qui est unilatéral. D'accord. Pour moi, c'est un conseil qui se nourrit de l'expérience des médias. Et si d'ailleurs on avait la science infuse et si on savait exactement ce qu'il faudrait faire, je pense que on serait tous chez Biopre très tranquille à la plage aujourd'hui et qu'on se parlerait pas. Mais oui, évidemment qu'on est force de proposition. Tu vois, je le disais tout à l'heure d'ailleurs sur l'accompagnement qu'on propose auprès des équipes commerciales. On leur dit, ben, quand vous recevez un brief, n'hésitez pas à nous solliciter, qu'on en discute ensemble. On a besoin de vos insights et de la recherche de KPI et de challenge de ton annonceur à qui toi t'as parlé, équipe commerciale du média X ou Y. Et nous, via ce que tu nous racontes et ce que tu nous dis, on va être force de proposition sur ce qu'on sait faire. Donc oui, il y a une notion de conseil et d'accompagnement qui est ultra importante, mais c'est un accompagnement qui, pour moi, doit être nourri d'échanges entre les deux, et c'est dont on parlait tout à l'heure, et je pense que les monthly business reviews et les quarter business reviews sont ultra importantes. Alors on se déplace de moins en moins pour voir nos partenaires. Nous, on essaie de le faire à un minima. On adore aller en région, voir les acteurs PQR, par exemple, avec lesquels on travaille. Déjà parce qu'on est super bien accueillis. Je les remercie. Ils se reconnaîtront. Et deuxièmement, parce que ça a de la valeur, évidemment, pour eux d'avoir notre côté agnostique avec les médias avec lesquels on travaille. Évidemment, quand tu parles à un média PQR, peut-être qu'il peut s'inspirer de ce que fait un pure player sur le foot, par exemple. Il doit s'avérer de certains leviers pour attirer l'audience, la garder chez lui. La réciproque est aussi vraie. Mais nous, on a besoin de comprendre la problématique qu'ils ont, que ce soit un journaliste, un responsable data, un responsable de l'audience, dans son pool de lecteurs, et les objectifs qui lui ont été donnés par sa direction aussi. Donc c'est tous ces petits éléments qu'on doit mettre ensemble pour créer une réponse adaptée. Donc on se doit d'être flexible. Très clair. Avant de passer aux questions de fin, j'aimerais connaître votre vision du monde des médias chez Biop. Comment vous voyez encore une fois, ouais, quelle est votre vision des médias chez Biop et chez Collective Audience? Tu veux prendre la réponse, Medina? On fait une réponse commune? Vas-y, je te Je laisse pense. commencer, je terminerai. Je te remercie du que. Bah, nous, la vision, je l'ai déjà un peu dit. Déjà, moi, je suis un passionné de médias. J'ai mon oncle qui a été rédacteur en chef au Monde. J'ai mon frère qui est rédacteur en chef chez TF1. Donc, je baigne dans les médias depuis tout petit. Et j'ai mon père qui me fait marrer, qui est un super contributeur à la Croix, qui arrête pas de leur écrire et qui fait d'ailleurs sur le courrier des lecteurs qui se fait publier. Donc, il y a beaucoup de débats autour des médias chez nous et de leur ligne éditoriale, mais aussi de leur utilité. Parce que nous, moi, je suis convaincu que il en va, je pousse le trait un peu fort, mais on n'a pas beaucoup de temps, mais il en va aussi des enjeux de notre démocratie, d'avoir des médias relativement indépendants, en tout cas le plus possible. Il faut leur donner de la force. Quand on voit la qualité de l'information qu'ils sont en capacité de donner versus les réseaux sociaux, je suis encore tombé hier sur un super article du New York Times qui donne la parole aux adolescents Hmm. sur leurs conseils pour se protéger des fake news. J'ai vu Et cet article. il est génial. Ouais. Il est super bien fait. Et la première fille à interviewer qui répond si une news que je vois sur les réseaux sociaux me donne de la peur, de l'anxiété, etc., ça veut peut-être dire que c'est fait pour et ça veut certainement dire que c'est une fake news. Et tu vois, Hmm. j'ai adoré ce conseil et je l'ai partagé d'ailleurs à mes frères qui ont des adolescents et à ma belle famille, parce qu'il y a encore des adolescents dans la famille. Et je trouve qu'on devrait tous être formés sur ces sujets. Je sais qu'il y a un colloque de la news et je sais que ça commence à arriver dans les écoles. Et moi, je suis avec mon bâton de pèlerin sur ces sujets à expliquer à tout le monde, euh, en tout cas, essayer de leur donner un guide de bonne pratique sur la compréhension des médias. Mais en tout cas, pour revenir, je suis un peu parti loin, mais pour revenir sur la vision, pardon, oui, on est carrément des médias lovers. On veut continuer à les doter d'outils qu'on juge performants et qui leur permettent de répondre à une concurrence qui est accrue de plateformes fermées, une concurrence que je trouve un petit peu déloyale. Mais ça pourrait ça pourrait être un podcast en lui-même. Chez Biop, en tout cas, nous, on veut devenir un nouveau standard. Ça, c'est clair. Sur l'open web, on veut devenir une alternative qui est crédible au wall garden. Alors, on a encore du chemin, mais je pense que la décision de se marier avec Collective Audience est une très bonne décision pour nous. Tu parlais de scale tout à l'heure, on va enfin l'avoir. Ça va permettre aussi d'asseoir les développements qui ont été entamés. Aujourd'hui, il y a trois piliers qui sont chez nous et qui vont nourrir notamment
les équipes de Medina qui sont la performance, la partie programmatique, parce qu'on n'a pas beaucoup parlé, on veut vraiment devenir standard et programmatique compliant. Et quand je parle de performance, c'est performance de campagne, et c'est aussi les campagnes à la performance, le content to commerce, le e-retail, parce que c'est un énorme sujet. Et il y a la partie vidéo qu'on a déjà commencé à évoquer. Évidemment, ces trois piliers sont interconnectés, bien sûr, mais l'objectif à la fin avec Biob, c'est d'avoir une plateforme all-in-one, que ce soit côté demand ou côté supply, parce qu'aujourd'hui, on pense aussi qu'il y a trop d'intermédiaires, et on souhaite désintermédier tout ça avec une maîtrise de la chaîne de valeur depuis la proposition créative jusqu'à la delivery. On a la chance d'avoir notre studio créa, d'avoir un ADN différent avec nos propres formats, nos propres outils. On a notre propre ad server, notre prime content server, notre propre SSP et DSP si tu veux. On est en capacité d'acheter depuis notre plateforme et de vendre. Donc, on est un SSP aussi conversationnel. Et on a un pied chez les médias via la techno qu'on a à disposition avec parfois notre propre emplacement et dans tous les cas, une quantité de data qui est immense via notre crawler. Donc, si on met en avant tous ces points, je pense qu'on aura une des propositions, en tout cas une des réponses associées aux problématiques des médias. Voilà, c'est ça notre vision et c'est ça la mienne. Et je continuerai à me battre, même si la part du gâteau a tendance à diminuer, qu'aujourd'hui les investissements médias, c'est un peu moins de 10%. Moi, je le vois tous les jours à la maison, parce que, confession sur l'oreiller, moi j'ai ma femme qui est côté annonceur, qui est côté market et qui gère des budgets. Et effectivement, on sait comment ça se passe. Les investissements ont tendance à diminuer. Aujourd'hui, quand la publicité représente 10% du temps d'une head of market ou d'un directeur en marketing, et que toi, tu représentes plus que 10% des 10% du temps, et qu'en plus, à l'intérieur des 10%, tu n'as pas deux acteurs, comme ça pourrait être facile, tu en as 45, on peut très vite passer à la trappe. Bah, c'est Donc, exactement pour ça que nos principales concurrents, c'est les réseaux sociaux et non exactement. pas les autres adtech qui font du travail sur du média. D'accord. Donc, la vision, c'est continuer à se battre, continuer à innover. Et je trouve que d'aller plus loin d'une tech classique en s'interconnectant avec les outils qui sont utilisés, que ce soit le CMS, que ce soit le CRM, que ce soit la DMP, la CDP des médias, c'est une réponse qui doit être quasiment obligatoire si tu veux survivre demain et après-demain. Très bien. Est-ce que tu souhaites Je compléter, suis allé un peu Medina, loin. du coup? J'ai pas envie de répéter, mais je pense il y a un truc simple dont il faut qu'on se rappelle tous, c'est que on fait de la publicité pourquoi? On fait de la publicité pour avoir du contenu gratuit. Et il faut une bonne balance pour que le contenu soit intéressant et que la publicité ne soit pas détestée. Mhm. Et on a un engagement démocratique là-dessus pour que le contenu soit toujours aussi accessible à tout le monde et notre responsabilité de bien rémunérer les médias. Et toute cette balance, elle est importante et il faut pas oublier que c'est ça notre enjeu principal en fait, faire de la publicité pour que le contenu continue de perdurer et que tout le monde réussisse à trouver ses billes un petit peu partout. Très clair. Et parfaite transition pour clôturer l'épisode et passer aux questions de fin, si vous avez encore 5 minutes. Oui. Je vous propose de Tout à fait. répondre chacun à une question. Allez. On- Alors, je vous laisse choisir par contre qui va répondre à cette question. Quelles sont les tendances qui vous stimulent le plus en ce moment dans le cadre des médias digitaux? Je vais laisser Romain, c'est sa question. C'est une question difficile. Là-dessus, quelles sont les tendances sur les médias digitaux? Franchement, honnêtement, moi, je regarde beaucoup ce que fait Reworld Media et le parti pris par Jérémy, que je trouve ultra fort et ultra intéressant. Mhm, Comment aujourd'hui je fais cohabiter en tant que groupe média le social et le média en tant que tel. Comment j'utilise le pouvoir de ma marque média sur la création de contenu sur le social, mais aussi sur la partie rémunération, comment je crée des offres sur la partie sociale, comment je crée un business model qui est viable, parce que celui sur le média, on le connaît, hein, c'est soit l'abonnement concrètement, soit la pub, je vous citerai, mais sur le social, quid des offres qui sont proposées par les plateformes fermées, tu es obligé de- d'innover. Je suis de près aujourd'hui ce qui est lancé par Ossine, cette qui est Brands to Media, parce que je trouve que c'est super malin. Et moi, c'est cette tendance que j'ai tendance à regarder aujourd'hui et je suis très curieux des résultats qui vont en ressortir en 2025. À toi, Medina, quelles sont les choses, au contraire,
pas qui te stimulent, mais les choses qui t'inquiètent et qui t'interrogent le plus dans l'industrie des médias? Je pense que c'est toujours la même chose depuis quelques années et c'est ça qui est inquiétant, c'est le nombre de publicités qu'on va avoir sur les pages en fait. Le fait d'avoir énormément de formats qui vont pas forcément être vus, mais qui vont être là et qui vont déranger l'internaute. Et en fait, toute cette expérience utilisateur qui est mauvaise Mhm. et qui fait qu'aujourd'hui, les jeunes vont bouder un petit peu le média et puis ils vont se dire, bon, bah, en fait, je vais être beaucoup mieux pour m'informer sur TikTok ou sur Instagram Mhm. que en lisant une page article sur lequel ça va popper dans tous les sens. Ouais. Alors encore, les ad tech ont leur rôle à jouer, en fait. Tout à Très fait. important. Oui, oui. Ouais. Mhm. Ok. Sur l'UX, totalement. Mhm. Alors, prochaine question, Romain, tu as déjà plus ou moins répondu à mon avis, mais quel est le média ou le groupe média qui t'inspire le plus? Et si tu veux pas faire de jaloux en France, tu peux même aller à l'étranger. Non, mais on va rester en France, Cocorico, poussons les groupes médias. Au-delà de Reward, il y a DC Company, Ouais. parce que j'ai longtemps travaillé avec Geoffrey Larocca chez Tids. Et donc, je suis aussi assez impressionné, d'ailleurs, par sa réussite Mhm. et ce qu'il entreprend. Et surtout leur volonté de devenir le groupe média 2.0. Donc je suis l'espèce aussi de groupe de Lego, tu vois, qui sont en train de construire, Ouais. m'intéresse énormément et je suis de près à ce qu'ils font et ce qu'ils sont en train de construire. Parce que je trouve ça super intéressant et je les félicite. C'est très très cool, effectivement, ce qu'ils sont en train de mettre en place. Grave. Enfin, cool, c'est peut-être pas forcément le bon mot, c'est plus impressionnant, je dirais. Ouais. C'est un groupe média qui est super jeune et j'ai eu le plaisir justement de recevoir Augustin Vatus, qui est le Chief Product Officer de DC Company sur le podcast. Et c'était un épisode vraiment bah, sur justement ce que tu as dit, créer les groupes médias de demain. Et c'est très très inspirant et ça redonne beaucoup d'espoir sur un marché qui est un petit peu parfois morose quand on parle aux publishers. Enfin, morose. En même temps, j'ai l'impression que à la fois c'est les publishers là se prennent quand même pas mal de revers en ce moment, mais en Mm. même temps pour être un publisher et pour être média, je pense qu'il faut aimer les challenges. Et j'ai l'impression qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs ou d'opérateurs dans le monde des médias qui aiment justement le Ouais. fait de toujours devoir se remettre en question, d'inventer de nouveaux business models, de revoir comment faire de l'acquisition d'audience, etc. Mais je pense qu'ils ont une réponse chez DC Company qui est particulièrement intéressante, effectivement. Ouais, c'est aussi vrai côté AdTech, hein, parce que je Ouais, t'assure que c'est pas drôle j'imagine. tous les jours, hein, quand tu vois les dispositions légales qui sont mises en place, les changements, les modifications, c'est pas évident du tout à suivre. Il faut être très flexible sur, sur ces sujets. Et aussi, moi, j'ai un petit big up à toute la PQR Ouais. que j'adore suivre parce que pour moi, ils ont un rôle ultra important en région. Moi, je suis pas de Paris et je viens de Bordeaux, donc je lis encore tous les jours Sud-Ouest. Et tu vois, je pense qu'ils ont bah, c'est encore plus compliqué pour eux de survivre dans l'écosystème. Ils sont pas forcément à Paris, tu sais que c'est un peu trop concentré sur le marché français. Donc, comment tu catches les budgets? Donc oui, il y en a en région, mais comment fais pour catcher les budgets nationaux en région? Et toute la problématique de brand safety auquel ils font face. Tu vois, quand tu as des sortes party trackers qui te flaguent 90-95% d'un média régional, moi, j'ai envie de mettre un gros là sur le sujet parce que bah, il faut faire attention à continuer à les nourrir, à continuer à ce que la monétisation de ces acteurs-là soit viable, parce que leur rôle est ultra important en région. Et quand j'étais plus jeune, c'était effectivement de le recevoir tous les matins dans la boîte aux lettres. Et il faut que cette tradition, que ce soit sur l'application, sur le digital ou en papier, si on a qui l'aime, elle perdure. Hmm. Très clair. Medina, dernière question. Euh, Vous avez évoqué, vous deux, le fait que vous êtes des amoureux des médias. Justement, si demain tu dois lancer un média, quel serait ce média, le média que tu rêverais de lancer? Ça peut être J'ai hâte d'avoir la réponse aussi. un point com Ou ou tu veux ça peut répondre être... pour moi? Non, certainement pas. Alors, si je devais lancer un média, quel type de média ce serait? Ah, c'est hyper intéressant. Hum, c'est très très intéressant. Euh, Parce que je suis intéressée par plein de trucs. Mhm. Après, je suis un peu une réac, donc ça risque d'aller vers des choses un peu politisées. Non,
Je pense que ce serait autour quelque chose qui parlerait à des jeunes en fait. Ça m'intéresse énormément parce que moi j'essaye de m'adapter à ce que font les jeunes. Je vais de plus en plus sur TikTok. Du coup, j'apprends les codes, j'apprends même à rechercher dessus et en fait, j'adore, je trouve ça top. Mais en même temps, je me dis, il y a quelque chose qui manque que nous on a connu sur les médias et je pense que le média que je créerais, ce serait oui un truc dynamique à destination des jeunes qui peut parler à tout le monde et on peut aborder plein de sujets, que ce soit de la politique, de la food, euh, de la skincare, plein de choses. Mais que ce soit adapté aux jeunes en fait, avec une façon plus réseaux sociaux. J'aurais pas du tout de mal à dire que je copierais sur eux, ça ne me dérange pas du tout, mais oui, ce serait un média plutôt comme ça. Et tu ferais que, je me pose une question, tu ferais que sur le social ou tu ferais du média et du social? Je pense que je ferais du média et du social, bien sûr. Hmm. Ah, Comme c'est une ça, on peut question. puber, comme ça, on peut faire en sorte que Biop puisse puber sur le média. Parce que non, parce c'est une bonne question, parce qu'aujourd'hui, tu vois les coûts associés aux studios de production pour faire du YouTube, du TikTok, du Ouais. Snap, il y a même eu la tendance WhatsApp, tu sais, autour sur les news, etc. Ouais. Faut aussi être en capacité de l'assumer quand tu es un média, et ça, c'est pas évident. Et je rebondis sur la question qu'on s'est posée tout à l'heure sur les modèles associés, et c'est pour ça que je suis hyper curieux de voir ce qui se fait sur ces sujets. Parce qu'il faut bien Il les y a des monétiser, groupes ces qui. contenus. Excuse-moi. Vas-y, vas-y. Non, il y a des groupes qui se lancent justement sans point .com en fait, qui Hmm. se lancent juste Oui. sur les réseaux sociaux. C'est un pari qui est ultra risqué. On pense par exemple à Minute Buzz qu'il a fait il y a des années Trop et tôt. ouais, qui était trop tôt et qui s'est pris quand même pas mal de enfin il y a eu pas des polémiques mais enfin il a été beaucoup critiqué le groupe enfin le site Minibuzz le média Minibuzz et finalement aujourd'hui on se rend compte qu'il y a des groupes qui cartonnent et qui reproduisent plus ou moins le même modèle mais avec les codes de 2024 certainement en ayant aussi eu l'expérience des minutes buzz qui étaient là trop tôt. Mais je pense il y a des choses à faire, mais c'est toujours un peu risqué aussi de se dire bon, je vais sur une plateforme qui ne m'appartient pas en fait. Bah oui, Oui, je pense que ouais, c'est pour ça qu'il faut en effet pouvoir démultiplier et avoir quelque chose sur lequel on peut gérer. Ce que fait très bien Combini, hein, on t'en parlait tout à l'heure Romain, mais Mhm. ou ce que peuvent faire très bien les éclaireuses, ce type de médias. Mais on peut pas capitaliser sur des réseaux sociaux. Et d'ailleurs, Minute Buzz, c'est le manque de transparence qui les a perdus. Mhm. bah, t'as aucune valeur en dehors de ton contenu. C'est-à-dire que quand tu es Mhm. chez toi, tu as de la valeur autour de ton lectorat, autour de ta base client. Là, tu es dépendant d'un algorithme qui n'est pas le tien et sur lequel tu n'as aucun levier. Zéro. Du jour au lendemain, tu peux passer de héros à zéro ultra rapidement. Et toi, c'est assez amusant parce qu'on peut faire le pont avec ce qui se passe sur YouTube, où tu vois de plus en plus de YouTubeurs qui font de la télé maintenant et qui reviennent, tu vois, et même les shows qu'ils proposent sur YouTube, je pense au GP Explorer, finalement, on reprend énormément, mais énormément de codes de la télé sur les réseaux sociaux. Et tu vois Hugo Décrypte qui est maintenant qui est une émission sur, je crois que c'est France 2, sur France Télé. Je pense aux Energy Music Awards hier dans laquelle il y a beaucoup de youtubeurs qui sont intervenus. Tu vois que eux-mêmes essaient de sortir un petit peu du cadre des réseaux sociaux pour aller vers un média un peu plus établi qui est la télé. Et je pense que nous, ce serait un peu la même chose, c'est-à-dire que tu pourrais te créer un bassin d'audience aujourd'hui sur le social si tu n'as pas la capacité de faire autrement, et si tu penses que c'est le levier le plus rapide, mais derrière, si tu veux capitaliser sur cette audience, si tu veux la fidéliser, si tu veux la monétiser, en dehors de ce qu'il fait sur les réseaux sociaux et de ne pas être dépendant des autres, tu as tout intérêt à avoir ton propre environnement, que ce soit de l'applicatif, quand je dis de l'open web, tu as évidemment du mobile et du desktop. Après, je pense que Romain, il y a quelque chose qu'il faut pas minimiser non plus, c'est que ces personnes-là, elles sont arrivées justement sur du offline, qui sont des choses un peu plus traditionnelles, historiques, etc., par le biais des réseaux sociaux. Et je pense que c'est ça qui leur aura permis d'arriver et qu'elles n'y seraient pas arrivées sans ça et que merci aux réseaux sociaux justement de pouvoir faire Hmm. émerger des nouvelles tendances. Ah mais carrément. Non mais carrément, c'est juste amusant de voir que les gens Oui, qui sont créés sur les réseaux sociaux ont aujourd'hui tendance à revenir sur des supports plus classiques. Tu mais vois? est-ce que finalement Et je, c'était pas leur rêve initial puisqu'elles n'ont connu que ça au début en tant que... euh, alors là, je peux pas répondre à leur place, mais tu vois, il y a idem avec Futura. Futura Science qui est un pure player digital et qui crée son magazine papier. C'est juste génial de faire ça.
Tu vois, donc j'ai pas les résultats du magazine papier, donc là encore, je peux pas parler à leur place, mais juste l'initiative, je la trouve juste trop cool. Mhm. Il y a énormément de modèles effectivement qui se réinventent au niveau des médias digitaux, que ce soit au niveau audience et niveau monétisation. Je suis en train de travailler sur un rapport là-dessus d'ailleurs. Donc je mettrai peut-être en description si l'épisode est publié en même temps que je publie le rapport. Mais je suis toujours curieux d'avoir vos informations là-dessus. Donc si vous avez des choses pour compléter l'épisode, vous pouvez me les donner et je les mettrai en description. Pour clôturer, est-ce que vous cherchez des partenaires et quel est le meilleur moyen de vous contacter? Donc côté publisher et côté annonceur, à qui vous souhaitez lancer un appel? Vas-y, Médina, je te laisse lancer le premier appel. Nous, on est toujours ouvert à échanger avec toutes les agences et tous les annonceurs et on serait ravis de pouvoir échanger sur les enjeux à venir et de pouvoir travailler des stratégies sur du long terme surtout. Et on sait que nos interlocuteurs manquent énormément de temps et sont très très attendus sur la rentabilité et on est disponible pour les accompagner de A à Z pour leur faciliter le travail au maximum. Très clair. Romain? Et de notre côté, s'il y a des médias qui ont écouté jusqu'au bout ce podcast et qui sont intéressés par des usages dont vous n'avez pas conscience, je les invite à nous contacter. Nous contacter sur LinkedIn ou par mail ou même par téléphone, s'ils tombent sur notre numéro. Mais aussi des techs tierces, que ce soit des DMP, des CRM, des CMS que ça pourrait intéresser. Nous, on adore parler avec les autres technos de l'écosystème, donc qu'elles n'hésitent pas. On aime se nourrir de l'innovation et des échanges, des discussions qu'on peut avoir avec d'autres techs sur le même marché. On n'est pas du tout fermé, au contraire. Très cool. Medina, Romain, merci beaucoup. Merci Merci On peut beaucoup. Ronan. clôturer l'épisode. C'était toujours super intéressant. Alors, un épisode peut-être un peu plus technique que d'habitude, et c'est toujours le cas quand on parle à tech, mais vous l'avez bien expliqué, et c'est un univers vraiment passionnant. J'espère qu'on aura l'occasion d'explorer d'autres tech et d'autres solutions pour parler à la fois. Ce qui est passionnant en fait quand on parle de tech, c'est qu'on parle à la fois du côté publisher et côté annonceur, et c'est vraiment ce qui me plaît. Donc encore une fois, merci beaucoup. Ça nous plaît aussi. Merci Merci beaucoup, beaucoup. Ronan. Merci Ronan. À bientôt. À bientôt.